Un jour de juin 1947, Henri Cartier-Bresson est arrivé à Reno, Nevada, appelée la plus grande petite ville du monde et construite par des colons sur des terres amérindiennes, à la frontière entre l'est de la Californie et le désert du Nevada. Il s'est ensuite lancé dans un road trip de quelques 20 000 kilomètres à travers le pays, en passant par Baltimore, Washington, Nashville, Memphis, New Orleans, San Antonio, Sedona et Los Angeles avant d'arriver à Reno, d'où il repartit en traversant le Wisconsin, l'Illinois, le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Vermont et le Massachusetts afin de rejoindre New York. Il était accompagné de l'écrivain et poète John Malcolm Brennan, chargé d'écrire un texte pour un ouvrage inspiré d'une commande de la presse à Walker Evans et James Agee, devenu le fameux « Let us now praise famous men » ou « Louons maintenant les grands hommes » paru 5 ans plus tôt. Sur la banquette arrière, Brennan et Cartier-Bresson transportaient American Photographs de Walker Evans, paru dès 1938, comme pour le laisser lentement infuser. Conditionner leur regard sur tout ce qui se présenterait au fil de l'itinéraire. C'est à cette occasion que Cartier-Bresson a découvert les splendeurs et misères des États-Unis, et quand l'occasion de sillonner le pays s'est à nouveau présentée au début des années 60, il s'est concentré sur la recherche du plaisir des populations blanches, mais aussi sur les quartiers noirs des villes les plus pauvres du Sud, où l'injustice qu'il traquait en permanence sévissait et continue de sévir. Nous voici donc à Reno, un jour, ou plutôt un soir de 1947. Cartier-Bresson déambule dans cette ville orthonormée, où l'on peut se marier et divorcer dans un même élan, où l'on peut oublier la réalité dans des casinos enfumés et sans fenêtres. Il entre dans la salle de la roulette, photographie les visages hypnotisés par le jeu. À l'extérieur, quelques scènes de rue dans cette ville où il ignore qu'il retournera en 1960. Envoyé par Magnum avec Eve Arnold et Inge Morat, pour photographier le tournage des Misfits. Adapté d'un roman d'Arthur Miller, le film de John Huston sera le dernier d'une Marilyn Monroe sur le fil de sa propre vie, photographié par Cartier-Bresson de dos, de face, de profil, dans l'incarnation de son personnage et dans ce qu'il restait de sa fragile existence. À Reno, ce soir de 1947, on ne sait pas si Cartier-Bresson se trouve dans Main Street, ou dans une rue moins centrale et moins fréquentée, lorsqu'il tombe sur ce cabinet de voyance dont un dessin de paume au trait assez grossier indique immédiatement la fonction. On ne sait pas non plus s'il se retrouve là après s'être laissé guider par ce hasard qu'André Breton décrivait comme la rencontre d'une causalité externe et d'une finalité interne, et qui, toute sa vie, donnera au photographe une impression singulière, celle de ne pas avoir choisi les situations captivantes qu'il transformerait en images, tout en se sentant lui-même prédestiné à en être l'unique témoin. Dans une rue de Pékin, en Pologne, en France, aux Pays-Bas, une nuit à Tokyo, un jour à Hokkaido, Henri Cartier-Bresson a en effet photographié des devantures de voyantes ou des situations de lecture des lignes de la main. Cette main qui contient un futur possible au creux de sillons que seuls voyantes et voyants peuvent interpréter. Ces photographies nous retiennent pourtant toujours au seuil de lieux, de gestes et de paroles auxquels nous n'accéderons jamais et qu'il nous appartient d'imaginer. Et c'est bien le cas ici. Nous sommes retenus au seuil d'un cabinet de voyance dont une jeune femme, aux possibles origines tziganes, garde l'entrée. À droite, un panneau indique que plusieurs langues sont parlées, signe évident que la voyante a toutes les chances de venir d'ailleurs, d'un vieux monde oublié dont personne ici ne parle la langue, les langues. Lorsqu'elles arrivaient à Ellis Island au début du XXe siècle, les communautés gypsies n'étaient étrangement pas répertoriées selon leur pays d'enracinement. Les employés des services d'immigration se targuaient de les reconnaître à leur tenue chatoyante, leurs bijoux étincelants et leur peau bronzée, et leur métier de montreur d'ours, de chaudronnier et de diseuse de bonne aventure intriguait. Ce soir de juin 1947, il est impossible de savoir si Cartier-Bresson s'est laissé convaincre par la jeune femme, puis guidé vers celle installée au fond d'une pièce aux rideaux entr'ouverts et à la décoration chargée. Il est impossible de savoir s'il s'en est tenu à immortaliser l'enfilade d'ampoules et les deux corps de femmes assises à distance, les jambes croisées, ou si, une fois à l'intérieur, il a déposé son Leica quelque part pour s'abandonner à une séance dont ne demeure aucune trace.